Selon moi, tout se mérite. Faut pas me parler d'un 35 heures. Quand il te reste 6-7 mois, tu dis non, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas tout enduré pour là arrêter et me retrouver sans alternance et perdre mon école et repartir de zéro au mois de septembre. Moi, quand je reçois un jeune en entretien à l'école, je lui dis pas t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas être bien en entreprise. Non, je lui dis ça va être dur. Parce que pour moi, l'alternance, c'est le meilleur mode de formation qui existe, mais c'est celui qui, oui, est le plus dur. Mais derrière, tu peux tellement avoir de bénéfices qu'il faut se lancer tout simplement. Et j'ai ressenti quelque chose où je me suis dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais là ? Aujourd'hui, on reçoit Léa. Merci d'être là. Je tenais vraiment à t'inviter parce que tu as un parcours qui, pour moi, est inspirant, étant donné que je te connais dans la vie perso. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger vraiment de façon très authentique sur ton parcours parce que je pense qu'il peut inspirer un bon nombre de jeunes. Merci à toi pour l'accueil. Eh bien, écoute, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti. Si tu devais te présenter à un pote, tu dirais quoi ? Je m'appelle Léa, tu l'as déjà dit. Donc j'ai 27 ans. Si je devais me décrire, je suis quelqu'un de très spontané, très psychorigide et très déterminé. Bah, tu donnes pas trop envie là, avec la psychorigidité. C'est la vérité, je ne mens pas. Ok. Moi, j'aime bien savoir d'où viennent mes invités. Donc, raconte-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi, dans quel environnement tu as grandi et surtout, comment tu voyais la vie à ce moment-là ? On va dire que je suis la personne la plus standard qui puisse exister. Standard, oui et non, mais dans le sens où j'ai grandi donc, dans un cadre familial assez basique. J'ai grandi notamment à la campagne, pas loin de Montpellier, avec un socle familial qui était stable et carré, si je puis dire. Et j'ai jamais réellement su ce que je voulais faire ni où je voulais aller. Et c'est plus les étapes de la vie qui m'ont fait prendre des décisions et qui m'ont fait choisir. Intéressant, on va revenir dessus. J'aime bien faire une petite aparté avec les parents parce que généralement, comme on dit, 80% de ton enfance conditionne les 20% de ta vie adulte. Alors explique-nous quel rapport avaient tes parents avec un petit peu ta voie professionnelle, ton ambition, ils étaient durs avec toi, ils voulaient que tu réussisses. C'était quoi un petit peu leur éducation ? Alors, j'ai grandi dans une éducation où j'étais libre de mes choix, mais par contre, j'ai toujours eu les valeurs de travail qui ont été inculquées. Donc, j'ai vécu avec un papa qui a travaillé à la BAC pendant 15 ans et qui a tout arrêté au moment de ma naissance et qui a donc monté son entreprise de BTP, un secteur qui est très difficile et qui donc, la sueur de son front, a tout monté. Et donc, je le voyais partir très tôt, je le voyais rentrer très tard. Je le voyais aussi jamais se plaindre. Et en parallèle, je voyais ma mère qui était là en soutien, qui était là proche de lui, qui était là aussi pour s'occuper de nous, parce qu'on était 4. Donc, il fallait le temps nécessaire pour s'occuper de nous 4. Donc, j'ai vraiment grandi avec des parents qui étaient bienveillants, qui étaient alignés avec mes choix, mais par contre, qui m'ont toujours inculqué la valeur du travail. Donc, c'est ce que j'ai appliqué. Et on peut dire que je suis un peu de l'ancien temps, où selon moi, tout se mérite. Faut pas me parler d'un 35 heures. Parce que selon moi, un 35 heures, c'est pas là où tu peux forcément devenir le meilleur. Donc, voilà. Donc, en fait, les qualités de tes parents et l'éducation ont façonné un petit peu qui tu es aujourd'hui. Totalement. Je pense que j'aurais grandi dans un cadre différent. Je ne serais pas forcément la personne que je suis. Je pense que ça influence dès l'enfance. On le voit, l'environnement dans lequel on est. Comme j'ai dit, moi, j'ai un papa qui travaillait beaucoup. J'ai un papa aussi qui était usé par le travail et qui forcément, moi, me donnait envie de plus ou moins faire des études dans l'esprit où je me suis dit, c'est en faisant des études où j'aurais pas forcément un travail qui est usant physiquement. Attention, pas mentalement. Donc voilà. Est-ce que tu regrettes un petit peu cette éducation ou pas du tout ? Absolument Est-ce que tu es fière de l'éducation que tu as eue ? Je suis 100% fière. Parce que quand je compare aujourd'hui avec la génération dont je suis l'enfant, des fois, quand je me confronte avec des personnes qui ont mon âge, des personnes qui ont grandi dans des environnements différents, donc on ne peut pas leur en vouloir, je me dis, waouh, je préfère mon mindset, quoi. Voilà. Ok. Intéressant, on y reviendra sur ton mindset, il est intéressant. On va revenir sur beaucoup de choses. Oui, bien sûr, au moins on a 2 heures, autant en profiter. C'est bon. Autant en profiter. Et si je te renvoie à tes 17-18 ans, t'étais quel genre d'étudiante ? Plutôt studieuse, plutôt élève perturbateur, plutôt quelqu'un qui se repose sur ses acquis ? J'étais celle qu'on ne voyait pas. J'étais, oui. C'est-à-dire ? C'est étonnant, mais j'étais l'élève discrète qui n'osait pas prendre la parole. C'est dingue maintenant, mais qui n'osait pas prendre la parole, qu'on n'entendait pas participer en cours, mais par contre, j'avais des 16 de moyenne toute l'année, quoi. J'étais vraiment... par contre, j'étais très assidue. Honnêtement, j'ai toujours eu des facilités. J'ai jamais eu besoin de charbonner ou de beaucoup travailler chez moi lorsque j'avais 17-18 ans. Et voilà, donc après même, j'ai passé le bac. J'y suis allée, j'y suis allée au talent en révisant la semaine d'avant et ça s'est très bien passé. Parce que je suis brillante. Non, ça, c'était pas nécessaire, pardon. J'ai glissé. Ça ne va pas la cuter. Ok. Et t'as fait quel bac ? T'étais en quel bac ? J'ai fait un bac ES. Donc, je sais pas c'est quoi l'équivalent aujourd'hui. Je sais pas si tu le sais,
mais j'ai fait le bac économie et sociale. Ok. SES, anglais, histoire. Et toujours dans l'optique de vouloir viser le plus haut niveau de diplôme, est-ce que déjà il y avait un parcours dans ta tête où tu savais vraiment pas et t'allais à l'impro? J'avais 100% un parcours parce que depuis ma seconde, je voulais absolument aller à la fac de droit. Ok. Parce que j'ai grandi avec les séries américaines des avocats, des avocates, etc. Donc mon rêve, c'était d'être avocate. Donc depuis ma seconde, j'avais un chemin qui était tracé. Donc, Pourquoi avocate? parce que j'aimais beaucoup. J'aimais l'image que ça renvoyait. J'aimais le fait d'être là pour la justice. J'aimais le fait de défendre des personnes, etc. C'est vraiment ce qui m'animait. Bon, la suite m'a vite fait redescendre. Mais voilà, bizarrement, de mon jeune âge, j'avais quand même, dans ma tête en tout cas, un chemin qui était tout tracé. En plus, c'est pas n'importe quel métier, l'avocat. T'as Ouais. quand même choisi la bonne voie. Oui, la bonne voie. Mais après, je pense qu'à cet âge-là, on vise tous un métier comme ça, un métier de rêve. Et encore une fois, on est tous influencés par notre environnement. Moi, je te dis avocat parce que je regardais des séries avec des avocats. Peut-être que je regardais des séries avec, je dis n'importe quoi, des camionneurs. Je t'aurais dit, oh, ça me dit bien d'être camionneur. C'est vraiment, encore une fois, je pense, une question d'influence. Et tes parents, ils ont pas. Alors, tes parents ou tes profs n'ont pas joué du tout un rôle dans ce que tu voulais faire? Pas du tout. Ah, absolument pas. Moi, mes parents, ils me disaient, OK, je te suis. Et mes profs, si je me souviens, je leur en parlais, ils me disaient, aïe, ça va être dur. Mais j'étais là, ben, ça va le faire. Que t'avais quand même confiance en toi. Oui, bien sûr. Ok, intéressant. Et justement, t'avais pas un petit peu peur quand c'était le moment de l'orientation? Parce que ça arrive toujours à ce moment-là, à la fin du bac, on se demande qu'est-ce que tu veux faire. C'est là où tout le monde fait un peu ses vœux. Toi, t'avais une bonne moyenne, mais t'avais pas peur que ça soit un peu un objectif trop gros pour toi? Ce qui me faisait peur, c'était pas forcément l'objectif, c'était l'inconnu. Parce que quand tu dois faire ces vœux-là, on te demande de choisir, on fait genre, on fait semblant de te guider. Mais au moment de faire ces vœux, moi, quand du coup j'ai mis l'université de droit de Montpellier, je l'ai mis, mais je savais pas réellement ce que c'était. Dans le sens où c'était que de l'imaginaire, parce que j'en parlais, mais j'avais pas forcément, on va dire, c'était pas de la pratique. C'était un imaginaire dans ma tête, c'était une image que je m'étais fait de la faculté de droit. Donc, en réalité, moi, j'avais déjà un vœu qui était déjà dans ma tête. Par contre, j'avais réfléchi à aucun plan B. Voilà, pour moi, c'était ça et ça devait être ça. Après, ça s'est passé différemment. On replonge au moment où tu passes le bac. Tu veux toujours aller à la fac de droit, parce que c'est quand même quelque chose de très prestigieux, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as ton bac, t'as accepté à la fac. Raconte-nous ce moment de ta vie. T'as été accepté déjà à la fac? J'ai été acceptée à la fac. Là, pour moi, c'était vraiment comme dans les séries. Je me vois, encore une fois, j'étais influencée par cette image-là, par de la fiction, où je me suis dit, ça y est, je vais aller à l'université, je vais enfin pouvoir vraiment faire ce que je veux faire. Sauf qu'à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Parce qu'encore une fois, c'est que de la théorie. Moi, en tout cas, à mon époque au lycée, quand on parlait de la fac de droit, on ne me disait même pas quelle matière j'allais avoir. Je ne savais même pas ce que j'allais réellement faire à l'université. Mais encore une fois, c'était, on va dire, influencé par mon imaginaire. Et je me disais, ça y est, genre, c'est le moment, je vais faire ce que je veux faire depuis 3 ans, donc depuis la seconde, enfin. Et après, Ça s'est pas passé comme prévu? absolument pas. Ah, parce que la théorie et la pratique, c'est toujours très différent. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait, ouais. Donc attends, là, tu arrives à la fac, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça te change du lycée à la fac, c'est un monde. Ah, j'arrive à la fac, je suis perdue. Comment ça? Mais quand je dis perdu, j'arrive dans un environnement... en réalité, selon moi, quand on a 17-18 ans, on connaît rien à la vie, en réalité. Même si, à ce moment-là, on pense qu'on est mature, qu'on est adulte, on ne l'est pas réellement. Je suis arrivée à l'université, le monde, on ne sait pas à qui s'adresser, on est perdu, il y a des amphis avec 300, 400, 500 places. Et j'ai ressenti quelque chose où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Mais par ma détermination, je me suis dit, bon, on va s'y mettre, on va essayer, on va tenter finalement. Donc j'ai essayé, j'ai fait une première année qui a été catastrophique. Parce que je pense que là, avec le recul, c'est simplement le cadre de l'université qui ne me convient absolument pas. Le côté seulement théorique, le côté où on a des professeurs qui connaissent même pas ton prénom. Et même, on sentait vraiment ce sentiment où il fallait faire de l'écrémage. Donc le but, c'était d'avoir un maximum d'étudiants, entre guillemets avec mes mots, de leur faire la misère et de voir qui allait rester à la fin de l'année. Ma première année, je ne l'ai pas eue, par manque d'investissement aussi. Et là, premier échec. Et justement, parce que tu te sentais déçu de ce que tu avais projeté,
100%. Ok. Je me sentais déçue et au-delà de ça, je me sentais pas encadrée. C'est-à-dire que j'avais personne pour me donner du sens à ce que je faisais. En première année de droit, si le programme n'a pas changé, en fait, on apprend tout le droit depuis Jésus-Christ. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé ? Bon, Non, ça n'a pas changé. on apprend le droit depuis Jésus-Christ. Et sauf que il y en a, je pense, pour qui ça va. Mais moi qui avais besoin donc de concret, de pratique, même de vrais échanges avec des professeurs, j'avais pas. Donc Première année, tu l'as pas. Première année, Là, je c'est la l'ai pas. panique. Alors, au-delà de la panique, c'est une énorme gifle. Ok. Parce que, pour rappel, je n'avais jamais échoué avant ce moment-là. Comment tu le vis ? Moi, j'étais vraiment l'élève énervante au lycée, où je réussissais tout ce que je faisais, mais je transpirais pas, quoi. Je galérais pas. Et donc là, tu as dû mettre le talent de côté et vraiment travailler. Voilà, tout à fait. Donc, la première année, je ne l'ai pas eu. Je suis assez têtue et j'ai beaucoup d'ego, donc je me suis dit, j'y retourne. J'y suis retournée. J'ai pas eu mon premier semestre, j'avais eu 9,84. Donc tu continues quand même à la fac. Tu te dis, je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Ok. Même si au fond de moi, je sentais que c'était pas fait pour moi, parce que même, j'ai rien contre les étudiants en droit, mais c'est une atmosphère qui est très particulière. C'est très sectaire. C'est vraiment, les étudiants en droit, ils sont en groupe, c'est une tenue vestimentaire, tout le monde doit être comme ci, tout le monde doit parler comme ça, voilà. Très carré. Oui, alors je suis très carrée, mais j'aime pas qu'on me mette dans une case. Et donc, ça me convenait pas, mais je suis têtue. Donc, je me suis dit, allez, on retente. Donc, j'ai fait un premier semestre et je n'ai pas eu mon semestre à 9,84. Il fallait avoir 10. Là, je me suis dit, allez. Là, je me suis dit... Parce qu'en fait, je sentais au fond de moi déjà que c'était pas fait pour moi. Et pour le coup, sur ce semestre-là, je m'étais donnée à 3000%. Et je me suis dit, bon, je me donne à 3000% pour de la théorie où je comprends pas réellement ce que j'apprends. Vraiment, j'ingurgitais. Donc là, je me suis dit, ok, finalement, je me suis trompée. Déjà difficile à encaisser. Je suis pas si forte que ça, encore plus difficile à encaisser. Alors, je suis pas plus forte que ça, je suis pas faite pour ça. C'est différent. Et donc là, après, je me suis retrouvée, ça se termine quand le premier semestre à la fac? En février, je crois. Je me suis retrouvée en février, les mains dans les poches, avec un appartement à payer sur Montpellier, et à me dire, je fais quoi? Parce qu'encore une fois, tous mes plans, c'était ça. Toutes mes pensées, mon énergie, c'était ça. Et je me suis dit, là, je me retrouve, entre guillemets, sans rien. Alors là, t'es dos au mur. Un appartement à payer, des échecs, parce que ça fait mal. Merci de me le rappeler. Mal. Oui, tout à fait. C'est vraiment dos au mur, du coup. Là, t'as rien qui est avec toi. Comment tu fais pour sortir de cette situation-là? Et surtout, où est-ce que tu vas? Ce que moi, je recommande toujours aux personnes qui ont été dans mon cas, parce que, encore une fois, vu que j'avais tout projeté sur la fac de droit, je m'étais jamais renseignée pour autre chose. Jamais. Pour moi, c'était fac de droit. Donc, quand je me suis retrouvée perdue, naturellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée prendre des infos. J'ai pris un maximum d'informations partout. Et au final, j'ai pris l'information la plus proche de moi à ce moment-là. C'était donc mon ancien compagnon qui faisait à ce moment-là un BTS en alternance. Alors qu'à l'origine, moi, la vente, c'était pas mon truc. Genre, je suis pas quelqu'un, on va dire, proche de l'humain, ou voilà. Mais quand même, je suivais. Pendant tout ce temps, j'avais suivi un petit peu ses cours, je le faisais réviser. Il me racontait un petit peu ce qu'il faisait dans son entreprise d'accueil, vu qu'il était en alternance. Et en fait, au fil de mes recherches et en étant relativement proche de lui, en vivant un petit peu son quotidien, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc de là, du coup, on va dire février, quelques mois après, donc sur le mois de juin, je suis allée dans la même école que lui, la même école de commerce. Et encore une fois, j'ai pris les renseignements. Je me suis renseignée. Au final, je me suis inscrite là-bas pour un BTS MUC, donc l'ancien MCO. Ok. Et c'était vraiment un BTS en alternance ou tu n'en avais même pas encore entendu parler? Moi, je voulais faire de l'alternance. Absolument. Absolument. En sachant qu'à cette époque-là, c'était il y a... Laisse-moi calculer... 10 ans à peu près. Ouais. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. C'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, l'alternance, c'était pas connu. Il y a 10 ans, personne connaissait l'alternance. C'était les tout débuts. Mais alors attends, parce que là, c'est quand même un choix ultra risqué. Parce qu'aujourd'hui, l'alternance, c'est un peu une évidence. Mais il y a 10 ans, tout à fait, oui. Partir d'une fac de droit pour te lancer en BTS MUC en alternance dans une école privée, il faut être quand même assez culotté. Ouais. Alors, il faut être culotté, mais honnêtement, je me suis laissée porter. Je m'explique. En fait, je me suis fiée. À la base, la fac de droit, je me suis fiée que sur de la théorie. Pour le BTS MUC en alternance, je me suis fiée sur la pratique. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais mon conjoint
que je voyais son quotidien, je voyais ses horaires, je voyais ses cours. Donc, je me suis vraiment fiée à ce que je vivais. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu un côté rassurant. C'est ce qui me manquait beaucoup avec la fac de droit. Donc, j'ai pris un grand risque parce que même le BTS MUC, à l'époque, c'était pas un BTS, il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. J'ai pris un risque, mais après, j'avais aussi plus ou moins une urgence financière. Donc, c'est aussi pour ça l'alternance. Et parce que je savais très bien que là, si on me reprenait, qu'on me mettait dans une salle de cours où je faisais du lundi au vendredi dans une salle de cours, j'aurais pas tenu. J'aurais pas tenu parce que j'avais envie de découvrir des choses. N'importe quoi. À ce moment-là, j'avais faim de n'importe quoi. Donc, voilà, ça a été un gros risque que je regrette pas. Mais même mes parents... Mon père, à ce moment-là, quand je lui ai dit, il m'a dit « Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'alternance? Tu vas te faire arnaquer. » Tous les a priori qu'on a encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Pourquoi faire, etc. Donc j'ai aussi dû le rassurer, alors que même moi, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Parce que là, ce que je comprends, tu es tombé un peu par hasard au final. Tout à fait. Mais donc, tu ressentais forcément... Tu te souviens de ce que tu ressentais à cette époque-là? Tu avais peur? Des doutes? Tu étais stressée? Non, honnêtement, j'étais en mode one life. Honnêtement, c'était vraiment mon mood. Je me disais, j'ai rien à perdre. L'alternance, ça me permettra, quoi qu'il arrive, de pouvoir payer mon loyer. J'ai rien à perdre. J'étais encore jeune, j'avais 20 ans. J'ai rien à perdre d'essayer. Et encore une fois, j'avais ce côté pratique qui m'attirait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ok, en fait, tu t'es dit, vaut mieux faire un BTS MUC en alternance plutôt que pas faire d'études du tout. C'est ça. Sachant que pour moi, la fac, c'était mort. Je ne voulais plus aller dans aucune fac. J'aurais pu aller en fac de psycho ou en fac de médecine ou quoi que ce soit. Mais la fac de droit m'a tellement vaccinée que je me suis dit, je ne veux pas aller à la fac. Donc, à ce moment-là, naturellement, il y a les BTS qui sont ouverts, il y a les DUT, il y a etc. Il y a tout ça. Mais pour moi, le BTS MUC, c'était le bon compromis. Ok, donc tu arrives dans l'école, tu es accepté. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu dois trouver une alternance, du coup. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas comment ça fonctionne. 100%. C'était très dur à l'époque. Alors, explique-nous un petit peu ce parcours. Alors, j'arrive du coup, donc je m'inscris. Je m'en souviens qu'ils avaient fait une petite session coaching, comme nous on fait d'ailleurs aujourd'hui encore, mais une petite session coaching sur comment refaire... Pareil, un CV, j'en avais jamais fait. Parce que j'avais travaillé auparavant, mais je travaillais... c'était vraiment des connaissances à moi qui m'embauchaient, donc j'avais même pas de vrai CV. Donc c'est pareil. Quand tu es jeune comme ça, apprendre à faire un CV, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, les fautes d'orthographe, les photos, etc. Donc déjà, j'ai été formée un petit peu sur tout ça. Et après, est venu le moment d'aller déposer les CV. C'est pareil. Là, avec le recul, encore une fois, avec l'expérience que j'ai, dans ces candidatures-là, j'ai fait n'importe quoi. Je suis allée postuler dans des magasins de prêt-à-porter le samedi après-midi. Là, avec le recul, maintenant avec mon expérience, si là, il y en a qui nous écoutent, si vous êtes jeune, que vous recherchez une alternance, n'allez pas le samedi après-midi en boutique. Il n'y a aucun monde où vous allez pouvoir voir le pro. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, je n'avais aucune expérience, aucune formation et je me suis lancée. Au final, j'ai réussi à trouver une alternance grâce à mon conseiller. C'est lui qui t'a proposé une alternance, c'est ça? C'est ça. Et en sachant que j'ai eu beaucoup de refus en parallèle parce que du mois de juin jusqu'au mois d'août, je n'avais pas arrêté de postuler. Tu passais des entretiens? Non, même pas. Ah, on t'appelait pas du tout. Oui, parce qu'encore une fois, à l'époque, l'alternance, c'était pas connu. Donc les pros, ils avaient peur, ils se disaient c'est une arnaque, patati, une aide de l'État, les sous qu'ils donnent, ils vont les reprendre. J'ai tout entendu. Donc j'ai passé aucun entretien. Alors là, t'es en panique, parce que le temps défile, la rentrée approche. T'as toujours pas d'alternance. C'est ça. Personne te rappelle. T'as quitté la fac. J'ai un loyer à payer. Et au final, t'es pas plus avancé qu'au début. Voilà. Mais je me suis donné les moyens quand même. Mais à ce moment-là, il y avait trop de barrières à l'entrée. C'était trop compliqué. Jusqu'au jour où, du coup, mon conseiller m'a appelé. Donc, il m'a parlé d'une offre. C'était absolument pas le secteur que je voulais à ce moment-là. C'était donc de la boulangerie. Vendeur en boulangerie. Vendeur en boulangerie. Ok. Il a su me le proposer en me disant... Tu voulais travailler dans quel secteur ? Moi, je voulais, comme toutes les jeunes femmes de mon âge, le prêt-à-porter. Okay. Donc, il m'a proposé cette boulangerie-là. J'étais tellement au fond du gouffre que j'ai dit pourquoi pas. J'y suis allée le lendemain, directement dans l'entreprise. Je me suis présentée. Ça s'est très, très bien passé avec la responsable. De par son caractère, c'est son savoir-être qui m'a attirée. Okay. Et donc, de là, je me suis lancée. Il y avait des possibilités d'évolution ou pas du tout ? Pas du tout. Ou alors, elle ne m'était pas exposée à ce moment-là. Ok, donc c'est vraiment juste parce que tu as bien... On va dire, tu t'es bien entendu avec la responsable. C'est ça. Je me suis bien entendue avec elle. Et au-delà de ça, là, j'étais vraiment... en fait, c'est que j'ai compris l'urgence du moment. Et je ne m'attendais pas à intégrer l'entreprise pour être là-bas en CDI plus tard. Moi, mon but, c'était réellement avoir mon BTS. Je voulais avoir un diplôme. Parce que là, ça allait faire 2 ans
que j'étais sans diplôme, moi qui me voyais avocate, etc. Donc je voulais le diplôme. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix à ce moment-là. Et c'est encore ce que je recommande aujourd'hui aux jeunes, qui parfois se mettent des barrières par rapport à des entreprises, etc. J'ai fait la concession de me dire, ok, peut-être qu'il n'y a pas de perspective d'évolution, peut-être qu'à la base, c'est pas le milieu dans lequel je voulais travailler, mais ça me permet d'avoir le BTS. Si j'ai le BTS, après, je vais avoir d'autres portes qui s'ouvrent, c'est sûr et certain. Donc j'ai tout misé sur le diplôme. Ok, donc tu t'es dit focus BTS, peu importe l'entreprise. Tout à fait. Bon, ça a plutôt pas mal marché. Tout à fait. On y reviendra. Je le recommande. Donc, tu arrives dans l'entreprise, première mission, ça ressemble à quoi? Premier jour, première mission. Ah, là, avec le recul, on m'a jeté, on m'a lancé en me Parce disant... que horaire compliqué aussi. Très compliqué. Je commençais à 6h30 tous les matins. En sachant que, qu'il y avait les trajets, donc minimum tous les matins, j'étais réveillée à 5h. Et donc, du coup, le premier jour, c'est simple, mise en place de la marchandise et vente. Voilà, vente. Donc, c'est bonjour, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Un pain au chocolat, vous voulez pas un petit café? Voilà. Et comment tu te sens au début? Parce que tu passes du rêve d'être avocate à vendeur en boulangerie, même s'il n'y a pas de sous-métier, et Bien on le sûr. verra après. C'est quand même, le delta est marquant. Le contraste est marquant. Oui. Surtout aussi qu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un de très introverti. Ah oui. C'est-à-dire que pour moi, parler donc, à quelqu'un que je ne connaissais pas, pour moi, c'était un effort. Donc, à ce moment-là, je gérais que des clients, des personnes que je ne connaissais pas, où du coup, je vendais des produits. Qui dit vente dit accueil client, dit sourire, dit geste de politesse, etc. Donc ça m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup évolué grâce à ce travail-là. Mais oui, il y a un énorme fossé avec l'année d'avant où j'étais à la fac de droit avec mon ordinateur. Là, j'étais sur le terrain, quoi. Rien à voir. Est-ce que tu as pris une claque entre ce que tu t'attendais pour ce poste-là et la réalité? Ou alors c'est ce à quoi tu pensais déjà? C'est ce à quoi je m'attendais. Ok. Pour le coup, ouais. Oui, franchement, c'est ce à quoi je m'attendais. La seule chose, je m'attendais pas forcément aux exigences. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Et en boulangerie, souvent, très souvent, il faut se dire qu'il y a des personnes, donc des mamies, des papis qui viennent, et on est les seules personnes qu'ils voient dans leur journée. Quand ils achètent le pain, on est vraiment leur personne repère. Donc, il y a une exigence à avoir, que ce soit avec ses petites mamies ou papis ou tout le monde, bien entendu. Mais au-delà d'un produit qu'on vend, c'est vraiment un service, c'est vraiment un accueil. Et ça, je ne pensais pas que ça allait être aussi exigeant. Mais d'un côté, c'est logique. Moi, demain, je vais acheter un pain au chocolat. La dame, elle me dit même pas bonjour, j'y retourne plus. Des pains au chocolat, il y en a partout. Donc, c'est vraiment l'expérience client. J'ai appris plus que ce que je pensais. Ok. Alors, Alors, c'est intéressant. C'est intéressant, mais comment tu trouves ta place dans cette entreprise-là? Dans quel sens? Dans le sens où tu as accepté cette offre, un, parce que tu voulais le BTS, et deux, parce que tu t'es bien entendu avec le patron. Oui. Mais j'imagine que les horaires, les missions, ça devient dur. Oui. Et toi, tu arrives comment à te positionner? Parce qu'en plus, tu as les cours à côté. Oui. Tu te positionnes comment face à ça? Tu arrives à encaisser? J'arrive à encaisser et je prends énormément sur moi. C'est dur? Très dur. Heureusement que j'étais jeune. Ok. Le mental flanche, tu te dis quoi? Ah, le mental a flanché, ouais. Mais encore une fois, en tête, je gardais que le BTS. Donc, c'est vraiment ce qui me faisait tenir. Je me disais, et j'avais un décompte dans ma tête où je me disais, bon, 1 an et demi, bon, il reste 1 an, bon, il reste 6 mois. C'était pas non plus l'enfer, c'était pas non plus l'horreur pour moi. Mais encore une fois, ça représentait pas l'environnement dans lequel moi je voulais évoluer. Ce poste-là, en tant que vendeuse, encore une fois, il n'y a pas de sous-métier. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça, mais c'est pas réellement ce qui me donnait envie de me lever tous les matins. Donc ça a été très dur, j'ai failli lâcher. Parce qu'en plus de ça, des fois, je faisais du 6h30, 20h30. T'avais les cours en plus après à côté? J'avais les cours en plus. C'était pas trop dur? Ah si, c'était très très dur et puis même ça se voyait, physiquement ça se voyait. Ma famille me disait Léa, t'as des cernes, Léa, t'es fatiguée. Au repas de famille, j'étais pas là parce que je travaillais. Au Noël, j'étais pas là parce que j'avais soit Noël, soit jour de l'an. C'était quand même très 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 difficile. Mais je sais pas comment c'est possible, mais j'ai pas lâché. Et je regrette pas. J'ai bien fait de pas lâcher. Ok, tu pourrais pas nous expliquer sur qu'est-ce qui te motivait? Alors j'imagine que c'est le BTS, mais il y avait pas quelque chose, un soupçon d'ego Oui. C'est sûr qu'il y avait de l'ego. Mais au-delà de ça aussi, c'est que... Tu t'es dit un échec, pas deux, j'imagine? Oui, puis c'est aussi une question de conscience professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que cette période-là, c'est la période du Covid. Pendant le Covid, il n'y avait que les boulangeries qui étaient ouvertes quasiment. Donc, oui. À ce moment-là, tous mes collègues, tout le monde était en arrêt. Tout le monde avait le Covid en même temps. Alors que, bon...
Donc, j'étais seule à tenir la boutique et c'était vraiment par conscience professionnelle. Ça, pour moi, c'est du caractère. Que ça me plaise ou que ça me plaise pas, je peux pas laisser tomber l'entreprise. Je peux pas me dire, bon, allez, là, je tousse un peu, je suis malade. Donc c'était vraiment une question de caractère, une question d'ego, où je me disais, c'est impossible que là, je lâche prise, c'est impossible que là, j'abandonne. Pour toi, j'imagine qu'il y a eu des fois où tu avais vraiment envie d'abandonner. Ah oui. Tu as failli craquer. Il y a vraiment un jour où tu t'es dit, où c'était vraiment à la limite, tu t'es dit, là, je vais rendre le tablier. Oui. C'est bon, je me barre, j'en ai assez. Oui. C'est arrivé et ce qui m'a retenu, c'est de me dire, punaise, j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce qu'en fait, au début, tu découvres le poste. Donc, au début, tu réalises pas la difficulté réelle dans laquelle tu es. Après, tu vis le poste. Et au moment, en fait, où vraiment tu réalises à quel point c'est compliqué, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que moi, ça s'est passé. Il me restait quoi ? Il me restait 6-7 mois. Quand il te reste 6-7 mois, tu te dis non, c'est pas possible. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas tout enduré pour là arrêter et me retrouver sans alternance et perdre mon école et repartir de zéro au mois de septembre. Donc, j'ai fait des concessions, mais là, je regrette absolument pas. Et je pense que le fait que ce soit été si difficile, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Ouais, sur quoi ? Sur toi ? Ah oui. Sur le fait de ne pas lâcher, sur le fait que... Pour moi, il n'y a que dans la difficulté qu'on apprend vraiment. C'est pas en me mettant dans mon confort ou en me mettant à vendre des jeans à Zara, j'ai rien contre Zara, pardon, mais que je vais réellement apprendre. Pour moi, c'est vraiment en étant fatiguée, en me rappelant tous les jours pourquoi je fais ça. Et est-ce que tu penses que ça a façonné le caractère que tu as aujourd'hui ? 100%. Ah ouais ? On va y revenir sur ton caractère. Ton caractère dans ton travail actuel. J'ai hâte. Donc là, tu passes ton BTS ? Oui. Tu l'as ? À combien ? À 14, je crois. Mais j'ai eu 6 en gestion. Mais sinon, je l'ai eu à 14. Ok, bravo. Ouais, merci. Bravo, félicitations. Merci. Ça devait pas être facile en boulangerie. Ouais, ça l'était pas. Ok. Ensuite, tu continues un bachelor ? Alors, là, il y a tout qui s'est enchaîné. C'est fou ce que je vais dire. Mais il y a tout qui s'est enchaîné sans que je m'en rende compte. Je m'explique. J'ai passé donc mon BTS et en fait, l'école de commerce dans laquelle j'étais, sans même forcément me présenter le bachelor qu'ils proposaient, m'ont dit « Ah, t'es intéressée ?» Et j'ai dit oui. Alors que le bachelor, moi c'est le bachelor RMO que j'ai fait, responsable marketing opérationnel. À ce moment-là, j'avais pas forcément les tenants et les aboutissants, quoi. Mais tu avais envie de continuer les études ou pas du tout ? T'étais au moment où tu as le BTS. Je m'étais même pas posé la question. Tellement que pendant mon BTS, j'avais été sous l'eau. T'étais en mode chill, quoi. Je ne m'étais... Mais vraiment, bizarrement, de ma part. Mais là, je voulais juste souffler. J'avais eu mon BTS. Je savais qu'il me restait quelques semaines à tirer à la boulangerie avant d'avoir tous mes congés payés. Donc là, je m'étais même pas posé la question. Donc du coup, on m'a parlé du bachelor. J'ai dit oui, parce que l'alternance, etc., ça me plaisait. Et on m'a parlé du secteur donc, du prêt-à-porter. On m'a parlé de Gémeaux, notamment. Le Gémeaux, ouais. Et donc, on m'a parlé de ça directement. J'ai dit oui, mais c'est pareil, en fait. J'ai dit oui sans forcément prendre conscience de l'impact que ça pourrait avoir pour la suite. Au final, mon CV a été envoyé, le pro a voulu me rencontrer. Et donc là, j'ai rencontré le pro de Gémeaux. Le pro de Gémeaux a voulu me rencontrer parce qu'il a vu que j'avais fait de la boulangerie. Okay. Et donc, il s'est dit, et ça, c'est très souvent le cas, les pros d'enseignes de prêt-à-porter ou on va dire plus haut de gamme, souvent, ils recherchent des profils qui ont fait de la boulangerie, qui ont fait de la restauration rapide ou de la grande distribution, parce que c'est des profils qui sont robustes. Et robuste, je l'étais à ce moment-là. Mais ouais, donc du coup, j'ai passé l'entretien avec Gémeaux. Ça a été du tout au tout. Là, j'ai eu la pression. Okay. L'entretien et tout. Déjà, le directeur, c'était quelqu'un, quoi. Voilà. Là, tu passes de la petite boulangerie du coin, j'imagine, à Gémeaux. Voilà. Donc déjà, là, c'était pas la même chose. Mais j'avais trop envie de travailler là-bas. Parce que le cadre, le secteur, j'avais envie de découvrir le secteur du prêt-à-porter. Aussi le fait que ce soit une grande enseigne. Donc, j'ai géré le premier entretien. Ça te donne envie, du coup, de continuer les études ? Oui. Toi qui étais un peu perdu, parce que j'imagine que tu étais un peu, pas déçu, mais un peu, entre guillemets, dégoûté. Pour le bachelor, oui. En fait, le bachelor, ce qui m'a incité à le faire, c'est plus l'entreprise. À l'inverse du BTS. C'est plus l'entreprise qui m'a fait dire allez, pourquoi pas. Et vu que l'entreprise travaille avec mon école pour le bachelor, je me suis dit, je continue avec eux. Parce que moi, dans ma tête, mon plan, c'était réellement de passer mon BTS, de me remettre de mes émotions et de regarder un bac plus 3. En alternance toujours ou pas ? Toujours. Ok. L'alternance... Ça t'a pas dégoûté ? Ah non. Okay. Non, ça m'a pas dégoûté. L'argent et tout, ça m'a pas dégoûté. Mais oui, donc du coup, Gémeaux, c'est ce qui m'a permis de continuer en fait ma scolarité. J'ai passé un premier entretien avec le directeur qui s'est bien passé. J'ai passé un deuxième entretien avec le directeur régional. C'est pareil,
à mon âge, directeur régional, pour moi, j'ai l'impression que je T'avais quel âge, rencontrais... là 20 ans? Non, j'avais 20 ans. Ok. Ouais. Pour moi, 20 ans, tu me dis directeur régional, je rencontre Elon Musk. Vraiment. Et donc, je suis là... Fondateur de Tesla, si jamais. Oui, pardon, fondateur de Tesla. Mais donc, du coup, oui, à ce moment-là, là, pour moi, Gémeaux, c'était... Je me suis dit, enfin. Genre, vraiment, enfin, je vais faire un secteur qui me plaît. J'ai pas fait tout ça pour rien, etc. Du coup, j'ai démarré mon bachelor RMO à ce moment-là, en alternance. Ok. Donc, bon feeling avec le patron. Oui. Bon feeling avec les missions de l'entreprise. Oui. Il n'y a rien, il n'y a pas de red flag, rien qui t'alerte. Pas pour l'instant. Ok, ça c'est intéressant. Donc tu arrives premier jour, tu fais des bonnes horaires. J'imagine que tu arrêtes de commencer à 6h. Ouais, je fais 9h30, je commence. Ah, tu arrives à 9h30, donc tu reprends goût à la vie. Je suis en vacances, là. Ouais. Tu reprends goût à la vie. Ouais. Les missions, c'est ce qu'on t'a vendu sur le papier ou pas? Oui et non. Ok. Moi, ce qu'on m'avait vendu sur le papier, donc c'était un poste, on va dire, en gros, de directrice adjointe. C'était pas très clair. Directrice adjointe, manager. Ce que moi, je voulais, déjà, c'était d'apprendre le métier de base. Parce que pour moi, tu peux pas manager si tu sais pas quelles sont les tâches de base. Mais moi, ce que moi, je voulais, c'était évoluer relativement rapidement pour pouvoir un petit peu manager, monitorer, gérer. C'est d'ailleurs pour ça que dès le début de la formation, j'étais à 2000%. J'étais vraiment la personne chiante avec un petit carnet qui écrivait tout, tellement que j'étais à fond parce que je savais que si j'étais bien opérationnelle sur les tâches de base, dans la logique des choses, j'allais évoluer sur le poste d'apprenti manager. Donc toi, tu es plutôt de l'école de se dire, ok, c'est pas parce que je fais un bachelor qu'il faut absolument qu'on me donne le titre de manager. Il faut que je le mérite. Non. Ah bien sûr. Ok. Ah bien sûr. Et pour moi, c'est la même chose même dans la vie active. Dans le sens où, selon moi, un manager, pour qu'il manage et même pour qu'il ait la réalité du terrain, il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il ait fait. Parce que c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on se dit « Ok, je veux faire ça, mais avant de faire ça, il faut que je pense à prévenir telle personne, etc. » Donc 100%. Pour moi, les jeunes qui pensent démarrer un bachelor en étant manager... Ou en BTS. Ou en BTS, ça peut exister. Je suis sûre qu'il y a des boîtes qui le font. Mais c'est sûr et certain qu'ils se plantent, selon moi. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, ok, tu fais tes missions, Oui. tu vois que tu es super investi. Il y a le retour du patron? Pas vraiment. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, oui, après, oui, je fais des briefs. Je fais un brief par semaine. Un brief, c'est je rassemble donc l'équipe et je définis qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, de quel rayon, etc. J'en fais un par semaine. Mais à ce moment-là, j'avais tellement faim de voir plus que j'étais frustrée. Je me disais, attends, je suis là. T'allais lui demander? Oui. Et c'était souvent, mais là maintenant avec le recul, je le comprends, c'était des soucis organisationnels, des soucis en termes de temps, etc. Mais après, au fil des discussions et au fil un petit peu de ma lourdeur à y retourner, quoi, parce que pour moi, quand on veut quelque chose, il faut y aller, il faut pas hésiter, il faut avoir du cran. J'ai fini par y arriver. Donc j'ai fini par gérer des grosses journées comme le samedi, j'ai fini par gérer le coffre, j'ai fini par gérer l'ensemble de l'équipe, mais c'est pareil. J'ai géré oui et non, mais souvent, dans l'esprit des gens, on reste l'alternante, donc ce qu'on dit... Comment t'as fait pour le gérer ça? Ah, j'ai pas laissé le choix. Parce que t'as un problème de légitimité, t'arrives dans une boîte, à 100%. T'as 20, 21 ans, tu dois manager des gens qui ont 30, 35 ans, il faut les épaules pour. Mais en fait, dans ma tête, c'était déjà tracé. J'avais deux options. C'est soit j'arrivais à choper les gens par l'affect, où les gens allaient m'écouter parce qu'ils m'aimaient bien, c'est vrai. Soit j'allais choper les gens en m'imposant. Et m'imposant, c'est simple, je m'assurais d'avoir donc l'aval de mon responsable, donc du directeur. Si mon directeur me disait « Go Léa, tu peux y aller », à ce moment-là, j'y allais. Et celui qui n'est pas content, je disais écoute, moi on m'a donné ça comme info, n'hésite pas à aller voir le directeur pour qu'il t'en dise plus. Mais tout ça pour dire que si jamais j'avais l'aval donc de la bonne personne, de la personne référente, je me mettais pas de barrière. Je me disais bon, on fonce et puis au pire je me trompe. Tu penses que c'est ton caractère ça? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui ont défié un peu ton autorité? Ah oui. Une responsable d'ailleurs. Quel intérêt, je comprends pas. Mais une responsable qui de base est là pour me former. C'est pas forcément défier mon autorité, c'est selon moi la légitimité, ça se gagne, mais ça se scénarise aussi. Je m'explique, quand tu prends quelqu'un, quand tu lui donnes une promotion en interne, etc., il faut que les responsables déjà existants le scénarisent. Parce qu'on ne peut pas demander aux salariés de respecter cette promotion-là si jamais les responsables qui sont autour ne le respectent pas. Tu comprends? Mais donc, du coup, oui, j'avais donc une responsable qui, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'elle avait, en plein rush d'ailleurs. Tu étais plus brillante qu'elle à ton âge? Mais bien entendu. Je rigole. Non, honnêtement, je n'ai pas creusé, je ne sais pas le pourquoi du comment. Tu t'en foutais?
Ah, je m'en foutais. Ok, toi, t'étais là pour faire ta mission. Après, ça m'atteignait quand même. Je rentrais chez moi, j'étais frustrée, mais sur le moment, je voulais pas le montrer. Je voulais me dire, bon, je suis là, on m'a dit que je pouvais faire ça, je le fais. Et puis advienne que pourra, quoi. Il y a des moments où c'était dur, même à Gémeaux, parce que là, on pourrait se dire, ok, t'es dans une super entreprise, tu fais des bonnes horaires, t'as un poste à responsabilité, tout se passe bien. Mais il y a forcément l'envers du décor, j'ai envie de te dire. À Gémeaux, ce qui était dur, c'était l'humain. Ok. Oui. Pourquoi ? Parce que grosse équipe, parce que ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais parce que beaucoup de femmes. Ok. Désolée, je peux ? Oui, tu peux. Beaucoup de femmes, et donc j'aime beaucoup les femmes. J'ai une grande solidarité féminine, mais les femmes, selon moi, sont plus émotionnelles. Ok. Donc, les femmes, selon moi, ont plus tendance à faire attention aux petits détails, à tout ressentir, à tout prendre pour soi. Encore une fois, je suis une femme, donc je suis la première. Donc, en fait, quand je parle de l'humain, c'était que ce qui était compliqué pour moi, c'est que le process, c'est bien, la mise en place, c'est bien, c'est factuel. Par contre, quand il faut aller monitorer de l'émotionnel, ça, je savais pas. Ça, j'étais hyper nulle, et c'est normal, parce que ça s'apprend avec l'expérience. Mais moi, je fonçais. Et après, avec le recul, je me disais, bon, elle, je l'ai un peu, pas envoyée balader, mais à ce moment-là, j'aurais dû prendre en compte son côté émotionnel. Peut-être que derrière, elle m'aurait plus appréciée, qu'elle m'aurait plus respectée, etc. Mais ça, pour moi, c'est le plus compliqué à apprendre. Donc, qu'est-ce que tu as appris de ton expérience à Gémeaux ? C'est ça qui m'intéresse, moi. J'ai appris à m'imposer. Ok. Je pense. J'ai appris à prendre en compte justement ce côté humain. Parce que j'ai un côté un peu Brutus, un brut bulldozer, voilà. Et puis quand je sais. Il n'y a pas besoin de je sais. Il y a un problème, j'ai la solution, je sais. Mais encore une fois, quand on nous demande donc de manager, etc., il faut prendre en compte le ressenti. Parce que qui dit ressenti dit implication. Si tu arrives à le prendre en compte, derrière, la personne, elle va te suivre. Donc, j'ai beaucoup appris sur le côté humain. Après, oui, sur le côté terrain, j'aimais trop. Le côté terrain, j'adorais. Je courais partout, à droite, à gauche, les cintres, les pantalons, la cliente chiante, j'adorais. Je me régalais. Il y a quand même des moments où tu t'es dit, j'aurais pas dû continuer le bachelor ? Jamais. Ok. À aucun moment. Parce qu'en plus de ça, où l'entreprise, globalement, ça me plaisait, j'adorais les cours. Parce que les cours, on prenait de la hauteur un petit peu sur le BTS MCO qui est très opérationnel. Et les cours, c'était pas mal d'études de marché. C'est ça qui me parlait. C'était vraiment, là, j'ai un marché à l'instant T. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller gratter des parts de marché ? Qu'est-ce que je vais développer que les concurrents ne développent pas ? C'était beaucoup plus stratégique. Donc, le bachelor, vraiment, je me suis régalée. T'as pu mettre en place des choses que tu apprenais dans le bachelor à Gémeaux ou pas du tout ? Alors ? Parce qu'il y a toujours cette croyance, on va dire, où les gens pensent que y a la théorie et la pratique, en grosso modo. Que tu peux appliquer ce que tu apprends en bachelor sur le terrain et inversement. Ouais. Alors oui, mon mémoire de fin d'études en bachelor, il était sur la création d'un corner. Donc un corner, c'est un coin de magasin. D'un corner occasion. Donc j'avais fait une première étude de marché sur les vêtements d'occasion, avec Vinted, etc. À ce moment-là, ça a explosé. Et donc, j'avais présenté ça directement à mon directeur régional en disant, regarde, là, tu peux apporter une nouvelle clientèle. C'est aussi bon pour l'image de Gémeaux. Donc, on avait mis en place directement dans le magasin un corner vêtements d'occasion. Ça, je l'ai vraiment fait. Ça n'a pas forcément abouti sur le long terme parce que le temps que je lance le projet, le bachelor, c'est sur qu'un an. C'est très court. Donc, le temps que j'ai l'idée, que je convainc mon directeur, etc., je sais que ça a été mis en place, mais j'étais sur le départ, quoi. Mais c'est largement possible. En fait, du moment qu'on sait s'adresser aux responsables en disant, si tu fais ça, tu vas avoir un retour sur investissement. Si le directeur est à l'écoute et s'il est un minimum logique, il va suivre. Par contre, oui, si jamais tu débarques en disant je pense qu'il faudrait mettre des cintres rouges... C'est très intéressant ce que tu dis là. Donc pour toi, pour tous les alternants qui nous regardent ou les futurs alternants, ceux qui, je te permets de te couper, mais ceux qui veulent évoluer pour toi, il faut qu'ils aillent voir leur directeur ou leur responsable et leur disant ok, il faut mettre ça en place parce que ça peut nous rapporter X euros. Et pas on devrait ou je pense que. Bien sûr. Ah oui. Selon moi, déjà, selon moi, quand on est alternant, c'est le moment parfait pour tirer son épingle du jeu. Après, c'est une question de mindset et de savoir-être. Quand tu es alternant, en réalité, on va pas se mentir, tu coûtes pas cher à l'entreprise, tu es là pour apprendre. À le faire, autant le faire à fond.
Quand je dis le faire à fond, c'est OK, je suis dans telle entreprise, quelle plus-value est-ce que je peux apporter? Et au lieu d'aller se plaindre auprès de la direction en disant ah j'ai ce problème-là, ah j'ai vu ça là, c'est OK. Il y a ce problème-là, j'ai vu ce bénéfice-là, tiens, regarde, t'en penses quoi? C'est vraiment être rapporteur d'affaires, rapporteur d'idées et surtout de se dire, OK, je suis pas là pour rien. Si jamais je suis là, c'est vraiment pour apporter ma plus-value, pour laisser mon empreinte. Pour moi, c'est ultra important parce que même en tant qu'alternant, tu te régales. Moi, honnêtement, je me suis régalée. Quand j'ai fait mon étude de marché et tout, j'étais à fond. Donc voilà. Ok. Tu finis le bachelor, une bonne note? Très bonne note, j'avais eu 16. 16, bravo. Tu te sens bien, tu as fini ton année à Gémeaux. Dans quelles conditions tu es? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors là, c'est un peu particulier parce qu'à ce moment-là, je devais poursuivre avec Gémeaux. Donc, je devais monter au siège de Gémeaux. Oh. Ouais. Et ils étaient très contents de toi. Très content. Ben oui. Mais donc, du coup, je devais monter au siège de Gémeaux et faire un master marketing en alternance. Ok. Sauf que, parce qu'il faut savoir que je suis un peu un chat noir dans ma vie, mon dossier avait mal été envoyé. Et donc, les deadlines étaient passés. Parce qu'en fait, là-bas, au siège, c'est très structuré. Ça parle de deadline, de dossier, etc. Donc, il y a eu un problème avec mon dossier envoyé au siège pour ma candidature en alternance. Donc, je n'ai pas été sélectionnée. Ça, je l'ai su en août. Parce que pour moi, dans ma tête, j'avais tout vu. Et la rentrée était en septembre. Tout à fait. Ah oui. J'avais tout vu avec mon ex-conjoint, etc. On allait aller là-bas, quoi. J'en parlais à mon directeur, il me disait oui, c'est bon, c'est booké, oui, c'est bon. Bref, je leur en ai même pas voulu, parce que je me suis dit, bon, si c'est comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Mais du coup, je me retrouve en août à savoir que je voulais faire un bac plus 5, parce que pour moi, je n'allais pas m'arrêter là, mais à ne pas savoir dans quel domaine, ni pour quelle formation. Donc là, j'ai refait le même chemin que j'ai fait pour rentrer en BTS, je suis allée prendre des infos. Donc, je suis allée un petit peu dans toutes les écoles, je suis allée me renseigner, etc. Et j'avais un master qui me plaisait bien, c'était le master manager d'affaires. Je l'aimais bien parce qu'il ajoutait encore de la plus-value à mon bachelor. J'aimais beaucoup la notion de commercial, de négociation, de prospection. Donc, je me suis lancée là-dedans. Top aussi que l'école dans laquelle j'avais fait mon bachelor le proposait. Mais du coup, j'ai fait tout ça. Là, tu as l'impression que j'ai pris mon temps. Mais tout ça, ça a duré 4 jours. Vraiment, ma réflexion, elle a dû être hyper rapide parce qu'après, il y a l'alternance à aller chercher. C'est le plus dur. Donc, au bout des 4 jours, je décide de refaire un dossier dans mon école d'accueil dans laquelle j'ai fait mon BTS et mon bachelor. Et je me lance à la recherche d'une alternance pour le master. Directement, mon conseiller à ce moment-là, il me parle d'une offre qui n'est pas très claire. Mais j'y prête quand même attention. Il me parle d'une offre, donc c'est une entreprise qu'il connaît très bien, où il y a déjà 5 alternants. Il me dit, wow, ça doit être une grosse entreprise. 5 alternants, et donc en gros, c'est un organisme de formation. Et là, je me dis, oh, pourquoi pas, tu vois. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait Un organisme de formation, c'est une école? C'était pas une école. Ah. C'était... comment expliquer? C'était un organisme de formation donc, qui proposait des formations avec le CPF aux actifs. Aux actifs et même aux chercheurs d'emploi. Donc, il me parle de l'offre et là, direct, ça me parle. Parce que je me dis, c'est un secteur que je n'ai pas découvert. J'ai fait de la boulangerie, j'ai fait du prêt-à-porter. Découvrir un secteur un peu plus admin, un peu plus bureautique, j'étais curieuse. Là, je passe un entretien lunaire avec le responsable. Vraiment lunaire. Donc l'entretien, c'était, il m'a donné un café, il m'a dit, tu veux faire quoi dans la vie? J'ai dit, je sais pas pour l'instant. Il m'a dit, ça tombe bien, je t'embauche. Ah oui, carrément. Oui. Et donc, j'ai démarré là-bas en tant que chargée de relations clients. Ok, ça consistait en quoi? Ça consistait, j'avais donc des bénéficiaires qui faisaient des demandes sur le compte formation. Okay, donc un particulier, donc quelqu'un comme moi par exemple, qui veut se former à l'anglais par exemple, c'est ça. Va faire une demande chez toi pour que toi tu lui proposes la formation et que lui bénéficie des cours d'anglais gratuits financés par l'État. Tout à fait. Grosso modo. Et donc ça, en termes de formation, on proposait donc du bilan de compétences, de la VAE et la formation d'anglais. Donc je prenais les coordonnées du bénéficiaire qui faisait une demande sur mon compte formation, je l'appelais, je faisais un entretien de découverte et après on le mettait en relation avec des consultants. Donc en fait, nous, on était vraiment juste une plateforme de mise en relation. Pour le business model, on encaissait donc les sous de mon compte formation et les consultants, on leur versait une partie. Ok. Voilà. Donc j'ai démarré là-bas. Alors c'est tout là. Parce que tu passes de vendeur en boulangerie à vendeuse dans le prêt-à-porter, on va dire manager, à commercial ou chargé de relations entreprises. Oui, rien à voir. Mais j'ai adoré. Ok. Ouais. Oui, c'est très atypique. C'est vrai qu'avec le recul, là, je ne m'en rends pas compte, mais c'est très atypique. Ouais. Mais le changement n'était pas brutal? Non, ça va. Parce que j'imagine que tu étais quand même assez déçu de quitter Gémeaux.
Oui. Très déçu. Là, tu passes dans une entreprise dans laquelle quelqu'un te dit tu sais pas quoi faire, bienvenue. Là, à l'inverse donc, du bachelor, là, c'était comme le BTS. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je veux mon master. Ok. Donc, en fait, je me suis dit, l'entreprise, bof, voilà, tu vois. Mais en vrai, ce qui était bien, c'est qu'il y avait... c'était une start-up. Donc, l'entreprise venait d'être créée. Elle a été créée depuis 6-7 mois. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est-à-dire, je suis arrivée dans la boîte, c'était le bordel. Mais j'ai adoré ça. Je suis arrivée dans la boîte où, même moi, je connaissais personne, je savais pas qui faisait quoi. Donc, j'en avais qui étaient chargés de relations clients, mais qui faisaient un peu de marketing. J'en avais qui faisaient pareil, mais un peu de communication. Enfin, c'était le bordel. Et j'ai adoré ça. Parce que je suis arrivée et en fait, mon cerveau, il était en feu. Je me suis dit, bon, là, c'est comme ça. Là, il faudrait faire ça. Là, il faudrait faire un pôle. Là, il faudrait mettre en place ce CRM-là. Enfin, j'ai adoré. Parce qu'après, j'aime bien quand c'est naissant. Pour moi, c'est intéressant. Donc voilà, donc j'ai démarré là-bas. C'était une entreprise très, très jeune. On avait tous allé entre 20 et 30 ans. Donc ambiance jeune. Ambiance très jeune. Même là, ce que j'ai... Tu faisais vraiment les missions qui t'étaient vendues ou c'était vraiment... tu pouvais faire tout et n'importe quoi? En fait, donc, je faisais mes missions de base, donc de chargée de relations clients. Mais encore une fois, ce que j'adorais là-bas, c'est que ambiance start-up, souvent, tu fais tout et n'importe quoi. Mais j'aimais ça. J'aimais en fait pouvoir identifier un problème sur le CRM, un problème de process ou quelque chose à améliorer et me dire, OK, encore une fois, je le faisais, je le mettais sur papier, je le présentais au responsable, il me disait, c'est bon, on le mettait en place. Et donc, ça, j'adorais ça. Il faut que pour toi, il y ait du challenge. Tout à fait. Donc ça te stimule intellectuellement. Tout à fait. Okay. Non, vraiment, vraiment. J'ai réellement adoré. Et donc, j'ai fait, on va dire, 6-7 mois en tant que chargée de relations clients. La boîte a bien grandi, on a bien marché. Et après, du coup, j'ai été promue responsable de la facturation. Encore une autre pièce au puzzle. Donc, en gros, toujours en master. Hein. Donc, en gros, j'ai eu un poste qui m'a été proposé. Je devais simplement facturer mon compte formation, faire le virement à nos consultants pour les payer, m'assurer que tout était carré en termes de données chiffrées. Vraiment, là aussi, j'ai adoré. J'ai adoré. OK. Et pourtant, à ce moment-là, le responsable, c'était pas quelqu'un de bien. Okay. Pourquoi ? C'était quelqu'un qui avait déjà monté plusieurs boîtes, qui avait été condamné, mais ça, je l'ai su qu'après, qui a été condamné, etc. En fait, il avait interdiction d'ouvrir sa boîte, donc il l'a fait sous le nom de son frère. Mais moi, je m'en foutais. Vraiment, je m'en foutais parce que sur le moment, j'adorais. Parce que c'était déjà une très bonne ambiance. Dès que je voyais un problème, en fait, mon cerveau était stimulé, quoi. J'étais pas en mode, je viens, c'est pas méchant, mais je vends mon croissant et c'est fini. Okay. Ce qui me plaisait, c'était vraiment cette idée de, je structure tout. Et ça, tu l'as appris après, c'est ça ? Ok, donc il n'y a jamais eu un moment où il y a eu des problèmes de paie, des problèmes de management, des problèmes de retard de salaire ? Non. Non, ça a été... le management a été... Ouais. Bon, après, le responsable, c'était un personnage, tu vois. Il était haut en couleur. Mais on a toujours... Les bienveillants que les alternants. Ouais. On a toujours été payés. C'était... Envers nous, en tout cas, il était très carré. Donc, voilà. Et donc là, tu as fait 2 ans dans cette entreprise ? Alors non. Ah. J'ai fait 1 an et demi. Ok. Jusqu'au moment où, au mois de mars, donc dans le contexte mois de mars, et moi je passais mon examen en juillet, donc quelques mois après. Au mois de mars, en fait, il nous apprend qu'il ferme l'entreprise. Donc au mois de mars, je me retrouve sans rien. Tout le monde en panique et tout, moi y compris, parce que je rappelle, il n'y avait que des alternants. Donc en fait, on est tous dans la sauce à ce moment-là. J'en parle à mon école, et à ce moment-là, mon école de commerce, où j'ai fait mon bac plus 5, me propose un poste. En alternance. Ok, donc tu travailles dans ta propre école de commerce ? Oui, en tant que conseillère en formation à ce moment-là. Ok, conseillère en formation, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, donc c'était au mois de mars, j'arrive et donc je m'occupe des étudiants. De l'admission ? De l'admission, des étudiants. Après l'école dans laquelle j'étais, on faisait un petit peu tout et n'importe quoi. Encore une fois, c'est ce que j'aimais bien aussi. Donc j'avais aussi des pros au téléphone, je leur proposais des alternants, je faisais le suivi des jeunes, je suivais aussi des classes. J'avais les BTS MCO. À ce moment-là. Voilà, et ça a duré de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc j'ai passé mon examen, mon grand oral du master, que j'ai réussi avec brio, bien entendu. On n'en doute pas. Et ouais, donc de mars à octobre. Ok, et c'était pas trop dur de travailler, donc d'étudier dans ton école et de travailler au sein de ton école ? Parce qu'on voit toujours l'image qu'on pense être de notre école, une fois qu'on est behind the scene. C'est plus compliqué. Alors, je ne veux pas cracher dans l'eau que j'ai bu. Donc, tu dis pas de non, ça me va. Je dirais pas de non. Mais on va dire que c'était pas la meilleure des écoles.
Voilà. Ok. Et moi, je le savais parce que pour mon BTS, mon bachelor et le début de mon master, j'avais pas forcément de très bonnes relations avec mon école. Pourquoi? Parce que j'aimais pas le suivi, parce que c'était du ressenti. Enfin, c'était bien, mais je savais que ça pouvait être beaucoup mieux, finalement, Ok. en termes de vie étudiante, en termes de relations étudiantes, etc. Mais donc, du coup, oui, ça a été dur de passer derrière le bureau, parce qu'en fait, quand on est étudiant, quand on voit nos conseillères, on se dit, ouais, elle fait rien, elle. Elle, en vrai, elle me dit bonjour, elle boit un café, elle passe 3 coups de téléphone, elle fait rien. On s'est tous dit ça quand on a vu nos conseillères. La vérité, c'est dur. Mais en fait, c'est très dur parce que c'est que de l'humain. Quand tu es conseiller en formation, ton travail est centré que sur de l'humain. Donc, tu gères les étudiants, tu gères les pros, tu gères les profs. Voilà, tu gères vraiment que de l'émotionnel, finalement. Et c'est très, très compliqué. Donc, tu as ton master de façon brillante. Oui. C'est une transition parfaite parce que ton parcours est quand même sacrément inspirant. Tu es passé de fac de droit à vendeur en boulangerie, à vendeur à Gémeaux, à commercial dans le CPF, jusqu'à travailler dans ton école de commerce. Donc là, les études, c'est terminé. L'alternance, c'est terminé. Tu as 5 ans d'expérience. Et j'aimerais bien faire un saut sur ce qui a conditionné au final un petit peu qu'est-ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire responsable commercial dans une école de commerce. Donc, c'est un peu le cran au-dessus d'un conseiller en formation. Oui. Ok, donc raconte-nous rapidement cette transition entre le moment où tu as eu ton master et le poste que tu occupes actuellement. Alors, donc j'ai eu mon master en juillet. Et à ce moment-là, déjà, je savais que je voulais quitter l'école dans laquelle j'étais. Ok. Je le savais parce qu'il y avait des décisions de la direction qui ne me convenaient pas. Et parce que ça y est, là, j'avais enfin atteint... Tu te sentais comment à ce moment-là? Tu étais contente? Parce que tu partais d'un échec. Eh bien, honnêtement, j'ai pas assez savouré. Ok. Enfin, je sais pas... j'ai pas explosé de joie. Je sais pas comment expliquer, vu que les choses se sont faites... même si mon parcours est atypique, etc., de ma vision à moi, les choses se sont faites assez naturellement. Et donc, quand j'ai eu mon master, j'étais contente, oui, mais je me suis pas dit... En fait, j'ai pas eu ce moment-là où j'ai réalisé, tu vois. J'ai eu le moment où j'ai réalisé quand je suis devenue responsable commerciale, bizarrement. C'est là où j'ai eu ce truc où je me suis dit, ça y est, là, j'ai plus ou moins atteint ce que je voulais. Je sais pas si c'est clair comme explication. Mais donc tu avais de l'ambition quand même? Quand tu es sorti de ton diplôme, tu t'es dit, ok, les diplômes, ça me suffit pas, j'ai quand même 5 ans d'expérience, mais j'en veux plus. Ben, bien sûr. Okay. Ah oui. C'était quoi ton ambition à ce moment-là? Tu t'es dit, je vais faire quoi? Alors, j'ai eu plusieurs idées. J'aimais quand même le secteur donc, des écoles. Ça me plaisait bien. Le fait d'aider les étudiants? Oui. Ok. Ce qui me plaisait, c'était vraiment ça. Et c'était le fait de me dire, waouh, là, j'impacte sa vie. Ok. Qu'on le veuille ou non, quand on trouve une alternance à quelqu'un, on impacte sa vie sur du moyen terme. Mais je savais donc je voulais rester dans des écoles, mais je savais simplement pas vers quelle école me tourner. Parce que les écoles de commerce, c'est assez compliqué. Il faut bien choisir. C'est vrai ce qu'on raconte sur les écoles de commerce? Ça il y en dépend a qui lesquelles. sont là pour l'argent, il y en a qui forment pas vraiment les gens, il y a des gens qui Mais font c'est comme des dans faux tout. diplômes. Pour moi, c'est comme n'importe quelle entreprise. En vérité, il y a des entreprises qui sont là que pour l'argent et des entreprises qui sont là que pour utiliser... c'est pareil pour les écoles. Selon moi, c'est une question de choix. Et pour bien choisir, il faut bien se renseigner et il ne faut pas hésiter à aller dans les écoles, à visiter, à questionner, à regarder les avis. C'est super important aussi. Et pour moi, c'est une question de ressenti. Ce que moi, j'aime du coup dans le poste actuel où je suis, c'est que en fait, on le transpire. On le ressent quand on rentre chez nous. Moi, j'ai aucun intérêt aujourd'hui à me servir d'un étudiant. Moi, je veux que le jeune il vienne parce qu'il a envie de venir. Et je pense que le plus gros du travail, il n'est pas de convaincre le jeune de me donner de son argent. Le plus gros du travail, c'est de donner au jeune d'envie de venir. Donc, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un vrai travail derrière. Un vrai travail d'accueil, de suivi. Enfin, je veux dire, on s'occupe d'étudiants, ils ont 18 ans. Ils ont 18 ans. À 18 ans, désolé, mais on ne connaît rien de la vie à 18 ans. Donc, ils te font confiance. Mais bien sûr. Ils nous font confiance et même, on les aide sur tous les plans. Sur le plan professionnel, oui. Mais moi, je sais que j'ai accompagné beaucoup d'étudiants dans leur vie perso, dans leur choix de vie. Il y en a aussi beaucoup qu'on attrape au vol, qui sont pas loin de faire n'importe quoi et qu'on arrive à sensibiliser, à engager, à leur donner un objectif. Toi, ceux qui étaient à la fac et qui ont peut-être une mauvaise expérience ou une mauvaise idée de ce qu'ils avaient de la fac et qui veulent se réorienter. C'est 100% ça. Et je pense que c'est pour ça que ce secteur des écoles de commerce me plaisait, parce que j'ai très vite réalisé l'impact qu'on pouvait avoir. Donc, quand j'ai eu mon master, je me suis dit, bon, je sais que je veux une école de commerce, mais je veux bien la choisir. Il s'est avéré que le hasard des choses a fait qu'au même moment, j'ai été contactée donc, par l'école dans laquelle je suis actuellement
pour que je puisse les rejoindre. Et je me suis dit, bon, déjà, je vais aller voir. Parce que c'est toujours pareil, les écoles de commerce, on entend tout et n'importe quoi. Sur toutes les écoles de commerce, on entend tout et n'importe quoi. Ils vendent du rêve. Oui. Certaines vendent du rêve. Beaucoup. Donc je me suis dit, je vais aller voir. J'ai passé l'entretien, etc. Et encore une fois, pour moi, c'est une question de ressenti, c'est une question de discours. Quand pendant mon entretien, on me dit, pour nous, le plus important, c'est le jeune, c'est pas l'entreprise, c'est pas le directeur de l'école, c'est pas le prof, c'est le jeune. Je me suis dit, bon, c'est qu'il faut juste essayer, quoi. J'ai intégré là-bas. C'était gratuit aussi ? Oui. 100% gratuit. Ça a joué, ça, sur ta décision ? 100%. Ok. Encore une fois, je pars du principe que c'est important de laisser la même chance à tout le monde. Et si jamais on met une barrière à l'entrée, en demandant des frais d'inscription, une prise en charge, etc., qu'on le veuille ou non, c'est pas l'égalité des chances. Parce que le gamin qui a grandi avec des parents qui n'ont pas d'argent, il peut pas intégrer l'école. Par contre, celui qui a grandi avec déjà tout, et encore une fois, c'est très bien pour lui, il intègre l'école, mais il n'a pas ce besoin de travail, selon moi. Donc, c'était hyper important qu'il n'y ait pas de reste à charge. Je ne me voyais pas travailler pour les grandes écoles reconnues où il y a des 10 000 € à payer à l'année. Je préférais vraiment faire un travail de fond avec les jeunes où on te demande de rien payer. Tu viens, tu es chez toi, on t'aide pour l'alternance, on t'accompagne. Par contre, derrière, il faut que tu sois engagé. Ok, donc tu débarques dans cette fameuse école. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais ? Tu commences CF aussi, j'imagine ? Oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Conseillère en formation, pardon ? Oui, conseillère en formation. C'est ce à quoi je m'attendais. Donc l'école, elle était bien plus petite que celle dans laquelle où j'avais fait mon master. Ok. Elle était bien, bien plus petite. Là, il y avait tout à refaire, donc ça t'excite quelque part. Exactement. Je suis arrivée dans l'école, il y avait 3 classes, il y avait de grandes ambitions. Le but, c'était vraiment de s'imposer en tant qu'école de commerce réellement. Et là, je me suis dit, ouais, là, je suis au bon endroit. Et au-delà de ça, qui dit école naissante dit manque de process, manque d'organisation, manque de structure, tout simplement. Moi, c'est tout ce que j'adore. Enfin, vous voulez me rendre contente ? Donnez-moi du bordel. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, voilà, je suis quelqu'un où j'aime trouver des solutions, j'aime mettre en place des organisations. Donc, je suis arrivée là-bas, je me suis dit, ah ouais, c'est parfait. Ça, plus le fait qu'il y avait 3 classes à ce moment-là, je connaissais tous les étudiants, je suivais tous les étudiants me connaissaient. Enfin, c'était, honnêtement, cette année-là, pour l'instant, c'est mon meilleur souvenir de mes expériences professionnelles. Okay. Pourtant, c'était dur, mais c'était mon meilleur souvenir. Ok, voilà. Intéressant. Et donc, du coup, tu fais 1 an en tant que conseiller en formation. Oui. Et comment vient ce déclic de « je veux passer responsable commercial » ? Mais j'ai pas eu de déclic. Ok. On est venu me chercher. On est venu te chercher. Parce que dès ce que je comprends... Sincèrement, oui. De ce que je comprends, c'est jamais presque toi qui allais postuler à quelque part. Non, j'ai jamais postulé. Oui, alors j'ai jamais postulé à des postes à responsabilité. Ok. Jamais, ça m'a jamais. Je sais pas pour quelle raison, mais parce qu'encore une fois, j'aime bien comprendre, j'aime bien commencer quelque part et etc. Donc pour ce poste de responsable commercial, j'ai pas déposé un CV ou j'ai pas poussé la chose. Ce que je sais, c'est que si ça m'a été proposé, je pense que c'était pas pour rien. Honnêtement, je pense que mes responsables ont décelé quelque chose en moi que même moi, je n'avais pas conscience à ce moment-là. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as fait de l'alternance et que tu as un parcours 100% issu de l'alternance ? En fait, 100% parce que quand je parle aux jeunes, quand le jeune me dit que c'est dur, quand le jeune me dit que c'est compliqué, je vais pas le convaincre que ça l'est pas. Je veux dire oui, je comprends. Parce que moi, il y a 5 ans, j'étais en boulangerie où je faisais 40 heures semaine, où je travaille. Voilà. Donc, et c'est ça la différence. C'est que je pense que le fait que ce soit un partage d'expérience, ça change tout. Moi, quand je reçois un jeune en entretien à l'école, je lui dis pas t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas être bien en entreprise. Non, je lui dis ça va être dur. Parce que pour moi, l'alternance, c'est le meilleur mode de formation qui existe, mais c'est celui qui, oui, est le plus dur. Mais derrière, tu peux tellement avoir de bénéfices qu'il faut se lancer, tout simplement. Ok, donc pour toi, tu as vraiment vu la différence entre quelqu'un qui a fait de l'alternance et quelqu'un qui n'a pas fait de l'alternance. Ah oui. Si demain, tu n'en avais pas fait, est-ce que tu penses que tu en serais là où tu en es aujourd'hui ? Pas du tout. Non, je pense que j'en aurais pas fait. Où est-ce que je saurais ? J'en ai aucune idée. Question. Non, en fait, je pense que j'en aurais pas fait. Imaginons, à ce moment-là, je sais pas, j'aurais payé une école pour faire de l'initial ou etc. Je pense que j'aurais quand même... Tu conseilles ça ? Non. De payer pour une école en initiale ? Non. Pourquoi ? Non. Parce que, honnêtement, on peut avoir les meilleurs profs du monde. Là où on apprend le mieux, c'est sur le terrain. Moi, là où j'ai le plus appris, c'est quand je me suis trompée. Quand je me suis plantée et quand j'ai eu mon responsable pour me dire « Là, Léa, t'as fait une connerie ». C'est pas en ayant 15 sur 20 à un contrôle. Après, oui, j'aurais très bien pu donc aller dans une école de commerce en initiale, payer l'année.
Mais je suis sûre que je ne serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Je pense que je n'aurais pas appris autant sur la rigueur, sur le fait de ne pas lâcher, sur le fait de toujours avoir un objectif. Je pense qu'on tient tous par le fait qu'on ait un objectif. Les humains, selon moi, qui n'ont pas d'objectif, je pense que ça existe, mais je pense que ce n'est pas une vie qui est faite pour moi. Est-ce que tu peux nous dire, j'aime bien poser cette question, tu ne m'en voudras pas, ton salaire? Ou alors, si tu veux pas le dire en net, une fourchette. Parce que c'est important que les jeunes ne puissent s'identifier à quelqu'un qui a réussi sa vie. Une fourchette, je suis entre, on va dire, 2000 et 2500 euros net par mois. T'estimes que c'est un bon salaire? Ça dépend. Okay. Non, en réalité, j'estime que... Parce qu'en réalité, je suis responsable commerciale depuis 1 an. C'est récent. C'est récent. Je pense que pour donc une responsable commerciale junior, donc qui vient de démarrer, je trouve que c'est très correct. Et je me mets à la place de mes responsables où je me dis, ils viennent de me donner ce poste-là. En réalité, ils savent qu'en termes de process, etc., je suis bonne, mais en termes d'humain, ils ne savent pas ce que je vaux. Donc, bien entendu qu'il faut démarrer, j'ai pas envie de dire bas, mais il faut démarrer sur la fourchette qui est consacrée aux juniors. Si demain, ils m'auraient payé, je ne sais pas, 3 000 euros net pour que derrière, je n'ai pas cette fibre-là, parce que pour moi, être responsable et manager, c'est avoir une fibre particulière, ça aurait été compliqué pour eux, quoi. Donc, je le comprends. Ça ressemble à quoi maintenant une journée type? Parce que ça doit être différent. Donc là, responsable commercial. Donc, il faut savoir que je gère 5 commerciaux. Donc, 5 commerciaux qui, pendant tout l'été, ont aidé donc, des jeunes à trouver une alternance. Au total, si je compte tous les contrats, on a aidé 350 étudiants première et deuxième année à trouver une alternance. Donc, ça fait derrière 350 jeunes à suivre en entreprise. Donc là, on est vraiment sur cette phase-là. Donc, en termes de suivi, nous, on a différents suivis en interne à respecter. Là, on est en pleine période donc, du suivi téléphonique. Le suivi téléphonique, c'est ton conseiller en formation qui appelle ton pro et qui fait le point. Moi, mes journées, elles sont rythmées par déjà faire mes pop suivis téléphonique, parce que même moi, j'ai placé des étudiants, etc. Et c'est vraiment à monitorer, à donner une vision claire à l'équipe en disant, là, on est sur cette action-là. Moi, mon objectif, c'est toujours d'avoir un pied en avant, de savoir ce qu'on va faire dans l'étape d'après, pour pouvoir tout simplement les guider, les conseiller et leur dire, là, tu en es là, c'est bien, le mois prochain, la prochaine étape, on part sur ça. Moi, je suis vraiment là pour donner la vision. Ok, très clair. Alors, j'aime bien finir ce podcast par les conseils que tu aurais aimé entendre à ton âge. Alors, avec le recul, qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu ne savais pas? Le négatif ou le positif? Tu peux dire les deux. Les deux sont intéressants. Sur le négatif, j'ai découvert que parfois, je prenais trop les choses à cœur. Ok. Donc, c'est bien. Ça a des bons côtés, mais ça a aussi les mauvais côtés. J'ai aussi appris que parfois, j'étais plus dans la réflexion que dans l'action. Et plus je vieillis, plus je suis comme ça. Quand j'étais plus jeune, c'était pas ça du tout. Quand j'étais à Gémeaux, je réfléchissais pas avant d'agir. Mais là, j'agis plus... Non, je réfléchis plus que ce que j'agis. Pardon. Pour le point positif, c'est que je suis très robuste. Beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire. Honnêtement, je suis très robuste et je suis très têtue, très tenace. Et encore une fois, si jamais je m'identifie à un objectif dans ma tête, je lâcherai jamais. Même s'il faut que je sois fatiguée, même s'il faut... je lâcherai jamais. Et c'est quoi la leçon la plus dure ou la plus importante que tu as tirée de ton alternance? Parce que tu as quand même fait 5 ans. C'est fait. Quoi qu'il arrive, fait. Sois toujours dans l'action. Moi, je me serais mis des barrières, je ne serais jamais allée en boulangerie. Je me serais mis des barrières, je n'aurais jamais été chargée de relations clients. Enfin, j'aurais vraiment été dans le négatif, la vision négative des choses. Il y a plein de choses que je n'aurais pas fait. Je pense qu'il faut juste faire. Faire et toujours prendre les informations et toujours prendre ce qu'il y a à prendre. Et encore une fois, dans n'importe quel environnement, il faut toujours tirer son épingle du jeu. Tu fonces, peu importe les conséquences. Oui. Ah oui. Je risque quoi? En réalité, je suis en boulangerie, je risque quoi à pas foncer, tu vois? Et aussi, ce qui est important, c'est de toujours donner son maximum et d'essayer de toujours avoir une plus-value. Toujours se dire... Ce que moi, j'aime avec mon ego, c'est de me dire, je veux marquer la vie des gens. Je veux me dire, j'ai été quelque part, j'ai été dans ce travail-là, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Même si c'est un truc nul. Mais je veux, en fait, vraiment toujours donner le meilleur de moi-même et toujours... avoir une plus-value. Je veux pas être comme les autres. Je veux pas être considérée comme n'importe quel salarié. Après, c'est mon ego. Ouais, c'est toi qui l'es maîtrisé. Ça peut être une force. Ok, si tu avais un jeune en face de toi qui a 18 ans, pourtant on a quand même tous les jours, tu leur dis quoi quand ils te disent qu'ils sont complètement perdus, qu'ils savent pas quoi faire? Ce que moi, je leur recommande, c'est prendre un maximum d'informations. Quand ils sont perdus, quand ils viennent, je sais pas si je veux faire un BTS MCO ou un BTS NTRC, etc., je leur dis, si tu veux savoir, il faut que tu fasses.
C'est pas en étant dans ton imaginaire dans lequel moi j'étais pour la fac de droit que tu vas savoir. C'est en prenant les informations, c'est en participant au salon, c'est en venant faire une journée immersion dans notre école, en discutant avec nos profs. C'est vraiment en faisant et en prenant les infos qu'ils vont savoir où aller. Et au pire des cas, ils se tromperont. Moi, je leur mets pas la pression, hein. Quand ils viennent me voir, je leur mets pas la pression. Ils sont jeunes. Moi, je me suis trompée pendant 2 ans. Je suis sûre qu'il y en a qui se sont trompés pendant plus longtemps. Mais c'est OK, c'est en se trompant qu'on sait, pardon. Si on ne se trompe pas, on ne saura jamais. Donc, je leur mets pas la pression. Je leur dis, prends les infos, renseigne-toi, pose tes questions. Et au pire des cas, tu te tromperas. Tu vas pas mourir. Il y a des choses qui ont changé le regard que tu avais sur le monde du travail, sur toi, sur la vie en général, que tu as appris soit dans tes expériences personnelles, soit professionnelles. Alors plutôt professionnelles ou alternance, mais si tu as perso, je prends aussi. Où tu t'es dit, ah ouais, là je voyais complètement pas ça de la bonne façon, j'avais pas la bonne vision. Ah, l'humain. Ok. 100%. Le monde est méchant. Non, l'humain. L'humain. En fait, en réalité, l'humain, c'est le cœur de tout. C'est si jamais tu n'as pas de l'intelligence émotionnelle, etc., tu as beau avoir le meilleur projet, la meilleure ambition, ça ne sert à rien. Là, ce que j'ai réalisé, et encore plus ces temps-ci, c'est vraiment, pour moi, il faut trouver le bon équilibre. Il faut vraiment savoir gérer l'humain, le mettre au cœur de tout, mais quand même savoir dire, OK, bon, là, c'est vraiment que de l'émotionnel, je vais mettre de côté. Bon, là, c'est de l'émotionnel, je vais quand même le prendre en compte, c'est important. Et je pense que c'est le plus compliqué. Parce qu'avoir la bonne idée au bon moment, c'est difficile, mais si derrière, on n'a pas les humains qu'il faut, ou alors on les gère pas comme il faut, c'est impossible. Et c'est quoi les ambitions de Léa pour les prochaines années ? Il y a toujours cette rage, cette envie de gagner. Là honnêtement, j'ai vraiment un amour particulier pour là où je suis, vraiment. Okay. Parce que pour moi, c'est vraiment l'école que j'aurais aimé avoir pendant mes 5 ans d'alternance. Donc j'ai un amour qui est très particulier. Mais maintenant, je sais qu'on peut mettre dans n'importe quel environnement. Si mon cerveau il bouillonne, je vais être bien. Si jamais je suis, on va dire, sollicitée, si jamais je vois qu'il y a des problèmes à résoudre, si je vois qu'il y a des choses à structurer, si je vois qu'il y a des choses à améliorer, si je peux apporter ma plus-value, je vais être bien. Après, dans le domaine de la formation, je veux y rester, pouvoir continuer à impliquer les jeunes et vraiment à les impacter positivement. Je veux continuer, mais quoi qu'il arrive, voilà, il faut que mon cerveau il bouillonne. Je ne pourrais pas faire la même chose de 9h à 17h du lundi au vendredi, c'est impossible. Ok. Et tu as un dernier mot pour les futurs étudiants et alternants qui nous regardent ? Foncez. Foncez, ouais, c'est vraiment le thème du podcast. C'est foncez, trompez. À l'image de ta vie. Foncez, trompez-vous, reculez, avancez, mais n'ayez pas peur. Honnêtement, n'ayez pas peur. Bah écoute, merci. J'étais ravi de prendre en compte ton parcours et plein de rebondissements et très atypiques. Et je pense qu'ils vont en inspirer plus d'un. Tout à fait. Bah écoute, merci Léa. Prends soin de toi. Merci à toi. Merci. Et je te souhaite beaucoup de chance dans tes ambitions. Merci. Merci à toi aussi. À la prochaine.